Bonjour, je m'appelle Corinne, je travaille au Naturoptère depuis 2 ans, je suis animatrice. Alors, je m'appelle Odile, je suis cuisinière et donc je suis salariée d'une association qui s'appelle Les Aventurières du Goût et qui est une association qui a comme but l'éducation au goût et à l'environnement. Je m'appelle Laurie et je participe aussi à cette association Les Aventurières du Goût, plus particulièrement sur la partie des récoltes et de l'identification botanique. Alors moi je m'appelle Camille Gagné, du coup je travaille avec l'association Bigoud depuis pas mal d'années maintenant, notamment dans ce qu'on fait le plus souvent. En fait, pendant longtemps on a livré des chefs restaurateurs à Marseille à vélo avec le résultat de nos cueillettes, et du coup on faisait une partie c'était de la cueillette sauvage, une partie c'était de la cueillette en jardin, et puis en se donnant un rayon d'action d'1 heure autour de Marseille à peu près. Allez, est-ce qu'on le dit ou pas? 1 année d'hypocagne, bon, ça permet de savoir lire et écrire, hein. Après j'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse, donc rien à voir non plus. Après j'ai fait un CAP en alternance en cuisine, voilà, parce que j'aime bien manger. Et en fait, de fil en aiguille, après je suis partie à l'étranger avec mon copain, donc ça nous a emmenés ailleurs, Brésil, Belgique, voilà, on a fait d'autres endroits. Et ça, je dirais, j'ai profité d'aller à l'étranger pour revenir vers les plantes. J'aimais bien ça, mais finalement, voilà, j'avais pas trop fait d'études dans le domaine, quoi. Donc j'ai essayé d'apprendre sur le tas avec des gens qui connaissaient, donc avec des pépiniéristes, avec des fermiers, voilà. Et en fait, je suis tombée sur Caroline, et qui montait son projet pour faire au début du maraîchage en ville. Et finalement, en fait, on a biqué vers la cueillette sauvage parce qu'on connaissait déjà un peu des plantes sauvages, des plantes comestibles, des choses comme ça. Et puis que surtout, on a commencé à avoir un lien, à livrer des chefs. On leur ramenait plutôt des choses sauvages que des choses cultivées, quoi. Et donc finalement, nous, on s'est engouffré là-dedans. Moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine et j'ai passé un CAP cuisine il y a très longtemps, quand j'avais 30 ans. Sauf que la vie dans un restaurant, ça n'allait pas du tout avec la vie de maman. Et du coup, j'ai remis ça à plus tard. Et donc, il y a une quinzaine d'années, quand mes filles ont quitté le nid et sont parties vivre leur vie, je suis revenue à ses premiers amours, qui était la cuisine. Et avec cette entrée des plantes sauvages, qui est vraiment le côté plus de cette aventure. Alors moi j'ai toujours été passionnée par les plantes, le monde végétal a toujours été un peu comme une amie. Et j'ai eu une carrière de chimiste dans des laboratoires pharmaceutiques notamment, qui m'ont amenée à travailler à Buis-les-Baronnies dans un laboratoire de phytopharmacie, où j'ai pu apprendre la partie physico-chimique des plantes, donc à partir des pharmacopées françaises, européennes, indiennes, chinoises. Donc j'ai pu allier en fait ma passion personnelle du monde végétal avec mon métier de chimiste. Ça a duré un certain nombre d'années, et puis très vite je me suis intéressée un petit peu à la partie énergétique et à l'âme des plantes, à connaître un peu leurs interactions, pourquoi elles poussent l'une à côté de l'autre, qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'associer certaines plantes, etc. Et donc j'ai quitté ce monde du pharmaceutique, on va dire, pour explorer un petit peu plus personnellement ce monde végétal. Et puis la magie des rencontres, la synchronicité, c'est tombé vraiment au bon moment que je connecte avec Odile, puisque la coopération est parfaite dans le sens où elle a plus de compétences au niveau cuisine, moi j'ai plus de compétences au niveau du monde végétal, donc on arrive avec ça à faire une belle association. Je travaille dans l'éducation à l'écologie, le développement durable. Je ne suis pas botaniste, mais je connais quelques plantes qui me permettent de faire de bons petits plats.
Alors moi, j'étais pas du tout branchée plante, mais de l'ordre de 0, alors que je viens d'une région où finalement il y a quand même une biodiversité et une richesse incroyable. Je suis du Var. Du coup, j'ai fait un service civique chez Emmaüs, donc c'était la première année des services civiques. Et là, c'était un service civique qui se passait en Ariège, où le but c'était de cultiver et de développer un jardin potager et un verger pour les compagnons, pour qu'on puisse avoir des produits frais. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et ce qui m'a tout de suite plu en fait avec les plantes, le jardin, c'est que c'est un super moyen de partager avec les autres. Avant d'être dans le monde des plantes, après cette expérience-là, Camille et moi, on a pas mal balayé l'univers de la restauration. Donc on a bossé en cuisine, en service, etc. Donc en fait, on avait une approche quand même hyper gastronomique déjà de la plante. Donc t'adores les plantes, mais t'adores aussi parce que tu sais que tu vas pouvoir les manger, que tu vas faire plein de bons petits plats avec. Je cueille des plantes sauvages depuis ma plus tendre enfance. C'est ma grand-mère qui m'a initiée. Et lorsque je cueille des plantes sauvages, eh bien, en fait, ça me procure deux plaisirs. Au moment où je les cueille et au moment où je vais les manger. Eh bah, tout simplement parce qu'on est toujours relié à un climat et à une zone géographique et voilà, et qu'en fait il y a des choses qui sont très bonnes à utiliser en cuisine mais qui vont pas pousser sauvage dans la région. Type tout bête, hein, du basilic, on n'a jamais vu de basilic sauvage. Je dirais, ça nous est arrivé aussi des fois de transplanter quelques plantes sauvages dans notre jardin pour justement pour aussi pas toujours faire de la route pour aller chercher spécialement cette plante, quoi. Et puis d'une certaine manière de faire des allers-retours entre un jardin et des choses sauvages. Et nous, ça nous a appris et les conditions de vie dans leur milieu des plantes. Du coup, plus facile après de les jardiner parce qu'on on se disait finalement en fait il faut plutôt remettre des cailloux plutôt que les enlever dans le jardin ou mettre moins d'arrosage sinon la plante elle a plus de goût ou des choses comme ça, quoi. Et en fait ça le fait de faire des allers-retours, nous ça a été hyper pédagogique, ça nous a appris beaucoup de choses, quoi. Parce que déjà y a des choses que tu trouves très facilement en cueillette sauvage et qu'en fait tu galérerais à semer. Nous on a une super petite histoire. En fait on a vu sur un catalogue du pépiniériste des graines d'une marguerite qui venait du Japon, un chrysanthème. On se dit comestible, incroyable. On peut faire aussi des petites sauces avec le cœur de la fleur. On se dit mais génial, faisons ça, ça va trop plaire au restaurant. Donc du coup on s'acharne à la semer, à faire tout ce qu'on pouvait. On appelle des pépiniéristes, fait-le nous en motte. Enfin bref, tout le schéma classique pour le mettre finalement dans notre jardin. Et puis ça marchait pas, la plante elle crevait à chaque fois. Et coup du sort, on va faire une balade dans le Rove, donc du coup c'est tout près de Marseille. Et là, on en voit des tonnes sur les talus, quoi. Et en fait, en faisant une recherche, on a appris que c'était une plante méditerranéenne qui en fait était énormément utilisée au Japon pour la cuisine et que nous, on avait complètement oublié. Donc là, on s'est dit, bon, on va peut-être être un peu intelligent. Il y a des choses qui sont très bien dehors et qui se débrouillent très bien sans nous. On va les cueillir. Et puis, il y a d'autres choses qui ne vivent pas ici et qu'on va cultiver. Je dis souvent, elles sont gratuites, bonnes pour la santé, gourmandes et elles choisissent elles-mêmes leur environnement pour pousser, donc on n'a en fait rien à faire si ce n'est de les cueillir en conscience. Donc c'est des vrais alliés de santé et de cuisine et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà. Et j'ai envie de rajouter que c'est aussi dans la logique du laisser faire et de ne pas vouloir maîtriser. En fait, quand elles choisissent leur environnement, il y a des chances que ça se passe bien pour elles. Si on les contraignait à vouloir pousser dans une ligne droite, en désherbant autour, sans se soucier s'il y a des symbioses qui sont utiles, je pense qu'on aurait des plantes qui seraient moins nutritives simplement. Donc c'est pour optimiser leur apport en nutriments qu'on choisit de les glaner plutôt que de les cultiver en maîtrisant, toujours avec cette logique. Voilà. Alors les plantes que j'utilise le plus souvent sont le plantain, la pimprenelle, les orties, les pissenlits, parce que je peux les trouver tout au long de l'année. Moi j'adore la saison quand c'est les poireaux des vignes ou là les petits brocolis, parce qu'il y a vraiment un côté chasse au trésor où j'aime bien, quoi.
Après, je trouve au niveau du goût, dans les bonnes surprises qu'on a eues les dernières années, c'était par exemple les tagettes, la tagette lémonie, les tagettes agrumes. C'est vraiment des plantes qui imitent des goûts de fruits. Enfin, même c'est semblable, quoi, c'est assez bluffant. Et voilà, et par exemple, ça, on s'en est vraiment pas lassé. Enfin, et puis, succès, mais succès total avec les chefs aussi. Voilà, donc ça c'était, je dirais, c'était des bonnes découvertes. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'était de redécouvrir que les plantes d'ornement, type la glycine, le bougainvillier, des choses comme ça, en fait, on pouvait aussi les cuisiner, les remettre dans enfin voilà, et ça, je trouve ça super aussi, cette espèce de brouillage de frontières entre ce qui était normalement au potager et ce qui était normalement dans le jardin. Voilà. Okay. Alors, les plantes qu'on utilise le plus, il y a quand même une grande classique, qui est la roquette sauvage. Et ça, vraiment, on l'utilise vraiment pas mal parce que finalement, ça plaît au plus grand nombre. Il y a quelque chose d'assez fort. Et puis surtout que ça n'a rien à voir avec la roquette qu'on va trouver finalement chez les maraîchers, qui est poussée en serre, etc. Elle est vraiment hyper rustique et c'est un truc du coin, quoi. Donc ça, pareil, ça rappelle des bons petits souvenirs. On se met ça sur la petite pizza, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Autre chose que moi, j'aime beaucoup, et pareil, qui est ultra commun, hop, c'est la glycine. Donc là, c'est une petite fin de glycine. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, ça va hyper bien, par exemple, avec des petites soupes de fraises ou charlotte aux fraises, un petit sirop. Et ça marche trop bien. Super bon. C'est hyper croquant, hyper floral. Et puis la couleur, trop belle, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est une plante typique d'ici. On en voit plein. Voilà, ça fait toujours plaisir de la retrouver dans son assiette. Alors, les précautions à prendre sont par rapport aux plantes sauvages. Il existe plus de 6000 plantes sauvages, dont 1000 sont comestibles, mais il faut savoir qu'il y en a à peu près 300 qui sont toxiques, dont 20 qui sont mortelles. Donc, on ne cueille pas une plante quand on n'est pas à 100% sûr de la plante. Et d'autres précautions à prendre, lorsqu'on cueille une plante sauvage, on n'en prend qu'un tiers. Un tiers pour soi, un tiers pour le prochain cueilleur et un tiers pour que la plante se régénère. Les précautions à prendre encore, c'est de ne pas en manger trop quand on ne connaît pas les plantes sauvages. En consommer beaucoup d'un seul coup peut vous apporter quelques surprises. Moi je dirais première chose de partir avec une intention. Si on cueille, c'est que derrière on a du temps pour transformer, pour cuisiner, pour en faire quelque chose, quoi. Sinon autant aller se balader, faire du repérage mais rien cueillir. Je veux dire, ça a du sens aussi. Ouais. L'autre précaution, c'est sûr, savoir ce qu'on cueille, hein, sinon on cueille pas pareil, c'est pas voilà. Vraiment être sûr, hein, parce qu'il y a vraiment plein de confusions possibles, quoi. Et puis je dirais troisième chose, oui, si préserver la ressource, quoi, cueillir intelligemment, donc couper les choses d'une manière nette et précise avec un couteau qui coupe bien pour que les plantes cicatrisent comme il faut. Ne pas tout prendre, ça c'est évident aussi, mais je dirais autant pour en laisser pour les autres parce que la pratique de la cueillette ça se développe, mais aussi pour en laisser pour les insectes, pour vraiment tous les autres, quoi, au sens large, quoi. Alors, avant toute chose, moi je trouve qu'avant de se lancer dans l'aventure de la cueillette sauvage, c'est pas mal d'aller avec des gens qui savent cueillir pour qu'ils te montrent comment faire, etc. Apprendre les bons gestes et même si on a un élan d'enthousiasme pour cette pratique, vraiment d'aller vérifier tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, tu prends un tout petit bout de la plante que tu considères être la bonne plante pour ta recette, tu la ramènes à la maison, tu vérifies sur plusieurs sources. Je pense que ça, c'est le truc numéro 1. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je mets l'accent pour toutes les balades botaniques. C'est de vraiment être sûr à 100% de l'identification avant de récolter. C'est de prendre un panier dédié à une plante, un peu de la même manière que quand on va récolter des champignons. On ne mélange pas des champignons dont on connaît exactement la variété avec d'autres champignons un peu douteux. C'est un peu la même logique. Et puis surtout,
la précaution à prendre pour que cette activité puisse perdurer, c'est de ne pas décimer un individu, de faire un peu comme font les papillons, c'est-à-dire d'aller sur un individu, prélever un petit peu, un autre individu, prélever un petit peu, mais permettre à la plante en fait, d'aller au bout de sa maturité et de pouvoir faire des graines pour pouvoir être perpétuée. Alors, oui, j'ai 2 péchés mignons. Le nombril de Vénus, je remplace le nombril de Vénus par le pain et j'en fais des toasts avec des tartinables, des fromages frais, des choses comme ça pour l'apéritif. Et le coquelicot, que je mange poêlé, le petit bourgeon qui n'est pas encore ouvert en fleurs, que je vais poêler avec une noisette de beurre et un petit peu de sel. Comment je consomme les plantes? Déjà, je dirais que je les consomme quotidiennement. J'essaye de... C'est ça pour moi, c'est vraiment... Enfin, presque un repas où il n'y a pas de plantes, presque ça me perturbe. Enfin, il me manque quelque chose, quoi. Maintenant, ça manque d'herbes, ça manque de fleurs, ça manque de... Oui, ça c'est sûr. Et après, on essaye... Enfin, je dirais, nous, on avait la chance justement d'avoir ce lien avec les chefs. Donc, en fait, pareil, d'une certaine manière, on avait des retours de recettes de cuisine ou de choses comme ça. Et voilà, donc ça fait que, ouais, on essayait de continuer à être créatif aussi, quoi. Après, on a toujours nos petits tricks. Enfin, je veux dire, ça peut être des trucs hyper simples, hein. Par exemple, petit brocoli sauvage au four, 5 minutes à 200 degrés avec de l'huile d'olive et du sel. Il n'y a pas besoin de se casser la tête plus que ça et c'est bon, quoi. De 1000 manières. Les plantes, elles peuvent être consommées de 1000 manières et c'est ce que vraiment on a appris pendant ces 7 années à travailler avec des chefs. C'est que, en fait, il n'y a pas que la soupe d'ortie et la tarte aux blettes, hein. Il y a plein de choses possibles. Le fait de savoir comment tu vas transformer aussi tes plantes, ça va t'apprendre à bien cueillir. Finalement, ça va te faire prendre les bonnes quantités, la bonne taille. Il peut y avoir des infusions en eau froide, des infusions en eau chaude, des beurres parfumés, des huiles parfumées, l'introduire dans du pain, des pâtes, rouler tes petits fromages dedans. Enfin, c'est ça qui est génial avec l'univers des plantes, des fleurs et du coup du sauvage aussi, parce que c'est quand même un univers qui est pour la plupart des gens encore hyper méconnu. C'est que ça t'ouvre en fait sur une galaxie de recettes et de choses possibles et ça va révolutionner ta cuisine, quoi. Il y a quelque chose qu'on fait systématiquement pour un peu faire découvrir aussi des arômes. C'est la fermentation à froid. Donc on cueille des fleurs, je pense au sureau qui est le plus classique, hein, qui permet de faire un champagne des fées. Donc là on va prélever la fleur sans la laver. Et puis la mettre dans de l'eau pure avec du citron et du sucre, ce qui va initier une fermentation. Et au soleil, en fait, on extrait les arômes. Donc on obtient des boissons gazeuses légèrement sucrées, beaucoup moins que le coca, et très nutritives et aromatiques. On a la possibilité de le faire avec toutes les fleurs en réalité, parce que dans la nature se trouvent des levures partout. Et il suffit de leur donner suffisamment à manger pour qu'elles se développent et puissent nous offrir leurs bienfaits. Dans les plantes championnes de toute catégorie, il y a effectivement l'ortie pour moi. Il y a aussi la prêle, qui est une plante qui contient énormément de nutriments, alors qui est difficile à manger crue comme ça. C'est tellement silicieux que ça pourrait même rayer les mailles, j'imagine. Mais par contre, on l'a fait déshydrater, on en fait une poudre et ça fait quelque chose à saupoudrer sur les salades, à rajouter dans la soupe et qui vient vraiment être un soutien de santé très important. J'aime beaucoup le panico, le cœur du chardon, qui est vraiment, ça c'est un goût d'artichaut délicieux. Après, plus tard dans la saison viennent les kénopodes et les amarantes, qui sont un peu des épinards sauvages. Ah, j'aime bien aussi ce goût-là, je trouve que c'est des goûts intéressants. Et puis après, dans les fleurs, il y a des fleurs de sauge qui sont très bonnes à manger, les capucines. En ce moment, il y a l'arbre de Judée qui nous donne des fleurs aussi qui sont bonnes à manger.